Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Le programme aujourd'hui est La République française, deuxième partie. Mon invité aujourd'hui est Thomas Pépin-Le Halleur. Thomas Pépin-Le Halleur est un ressortissant français qui a vécu toute sa vie en France. Après son bac, il est devenu instructeur de tennis et spécialiste des premiers secours. Aujourd'hui, il est blogueur avec des idées précises sur la politique française et l'économie. Il collabore avec inutilejournal.blogspot.com. Bonjour Thomas. Salut Richard. Bonjour. Thomas Pépin-Le Halleur, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton blog? Alors oui, c'est inutilejournal.blogspot.com. C'est le journal inutile de Figaro. Parfait. Le nom entier. D'accord, merci. Inutilejournal.blogspot.com. Inutilejournal.blogspot.com. Parfait. Voilà. J'attire ton attention sur le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, dans lequel il propose abolir les milliardaires, imposer la fortune et le revenu à hauteur de 90% et prôner une forme de propriété temporaire. C'est comme le Parti démocrate d'ailleurs, aujourd'hui aux États-Unis, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc. Son argument central, les inégalités sont la caractéristique principale du capitalisme, tant que le rendement du capital dépassera le taux de croissance. Qu'en dis-tu? Alors en fait, il y a une énorme imposture dans les travaux de Thomas Piketty. C'est-à-dire que la gauche a remplacé le mot pauvreté par le mot inégalité. On n'entend plus jamais le mot pauvreté, on n'entend plus que le mot inégalité. Et l'objectif, c'est de justifier le racket des catégories supérieures, des catégories aisées, des gens qui désignent comme riches. Donc c'est ça l'objectif. On n'emploie plus le mot pauvreté, on emploie le mot inégalité. Et ça, c'est une manipulation sémantique, une manipulation mentale, une manipulation psychologique qui vise à justifier le racket, la spoliation, la confiscation. On dit qu'il y a une inégalité, donc on va corriger l'inégalité, on va la compenser en rackettant ceux qui ont plus que les autres. On va les racketter, on va les piller pour distribuer l'argent au reste de la population. Voilà, donc on ne parle plus jamais de pauvreté, on parle d'inégalité. Mais ça, c'est une manipulation. Mais est-ce que si on gardait le même mot, si on gardait le mot pauvreté, ce serait la même chose. On dirait les riches et les pauvres, donc. Mais ce serait la même chose, son argument. Oui, ce serait la même chose, exactement. Il y a les riches et les pauvres, mais eux, ils parlent d'inégalité pour justifier le fait d'appauvrir les gens qui sont désignés comme riches pour arroser le reste de la population. On veut distribuer l'argent qui a été volé. On parle de redistribution. On entend sans arrêt ce mot, la redistribution, la lutte contre les inégalités, la répartition des richesses, la redistribution des richesses. Mais pour redistribuer l'argent, il faut déjà aller le voler. Il faut aller le chercher, l'argent. Donc, le mot inégalité justifie le vol, la confiscation, le pillage pour distribuer l'argent au reste de la population. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils emploient le mot inégalité, pas le mot pauvreté. Donc, ils veulent appauvrir les gens qui ont plus que les autres. Ils veulent les appauvrir pour distribuer l'argent. Donc, c'est vraiment du vol. On est dans le vol qui est justifié, en fait, qui est légalisé. C'est un vol légalisé, un vol par l'État. Il justifie le fait que bon, les riches, ça ne va pas leur manquer trop et ça va faire sortir, ça va pousser les gens qui sont inégaux ou pauvres en dehors de leur pauvreté ça va les mener vers le haut. Oui, mais ça c'est une idée parce que en prenant l'argent aux gens qui ont de l'argent justement, eh bien ces gens-là, ils ne vont pas rester, ils vont partir. Ils vont appauvrir l'économie de leur pays, ils vont pas rester, ils vont pas accepter de se faire racketter. Donc ils vont partir. Ça, donc en fait, quand on appauvrit les riches,
on augmente la pauvreté. Au lieu de faire baisser la pauvreté, on ne fait que l'augmenter. C'est toujours comme ça. Quand on fait maigrir les riches, on appauvrit les pauvres. Et on les fait crever. C'est simple. C'est toujours comme ça. Parce qu'il est impossible de supprimer la pauvreté en racketant les riches, parce que les riches sont très peu nombreux. Donc, c'est pas parce que, même si on volait tout l'argent des riches, on ne réglerait jamais le problème de la pauvreté. D'autant plus que les gens qui ont de l'argent, ils s'enfuient, ils partent à l'étranger, ils vont placer leurs capitaux à l'étranger pour ne pas subir la confiscation. Voilà, où ils vont trouver des avocats qui les aident et qui les aident à cacher. Voilà, des fiscalistes, exactement, pour optimiser leur placement. Donc vraiment, c'est une vue de l'esprit, mais ça, c'est une vue marxiste, en fait, une vue socialiste. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre la pauvreté, ils luttent contre la richesse. Mais quand on lutte contre la richesse, on ne fait qu'augmenter la pauvreté. On ne fait pas diminuer la pauvreté, on l'augmente. Puisque les gens qui ont de l'argent, ils vont placer leur argent ailleurs, ils vont investir leurs capitaux ailleurs, ils vont dépenser leur argent, ils vont consommer ailleurs. Ils ne sont pas idiots. Ils vont quitter le pays. S'ils se font racketter, ils ne vont pas rester. D'accord. Ils vont pas rester, à moins d'être dans un pays communiste où ils n'ont pas la liberté de partir. Mais quand ils ont la liberté de quitter le pays, ils vont partir ailleurs. Ils vont s'expatrier, évidemment. Ils ne sont pas idiots. Oui, d'accord. Ils ne sont pas masochistes aussi. Thomas Pépin-Lehaleur, la dernière fois, tu nous as parlé de l'ISF et de l'IFI. Quelles sont tes dernières réflexions sur cette taxe de la fortune et comment c'est d'être une personne riche en France aujourd'hui? Alors en fait, ce qu'a fait Macron, c'est qu'il a supprimé une partie de l'ISF. Il a supprimé l'ISF qui pesait sur le capital, donc tout ce qui est placement financier. Mais par contre, il a conservé l'ISF sur l'immobilier, mais pas simplement l'immobilier physique, pas simplement la pierre, les immeubles, les appartements, les maisons, etc. Il a aussi taxé l'immobilier, ce qu'on appelle la pierre papier, c'est-à-dire les placements financiers sur de l'immobilier. Qui sont en fait, c'est pas de l'immobilier physique, mais c'est quand même des placements immobiliers. Eh bien, ces placements-là, qui sont concentrés sur l'immobilier, eh bien, il les taxe aussi. Il taxe la pierre et il taxe ce qu'on appelle la pierre papier, c'est-à-dire l'immobilier financier. Donc, du coup, tous les gens qui ont des placements financiers, enfin des placements immobiliers, mais dans la finance, donc c'est des placements immobiliers, mais financiers en même temps. Ben, tous ces placements-là, quand on dépasse 1,3 million, on est frappé par l'impôt, le nouvel impôt IFI, impôt sur la fortune immobilière, qu'ils appellent fortune, parce qu'à 1,3 million, on est loin d'être fortuné. Le mot fortune, encore une fois, c'est un mot qui a été décidé, qui a été choisi pour montrer du doigt, pour stigmatiser une partie de la population et pour justifier le racket. On dit ils sont fortunés. Quand on a 1,3 million, on n'est pas fortuné, il faut arrêter. Surtout que là, c'est des placements immobiliers. C'est pas du capital, c'est des placements immobiliers. Donc, en fait, Macron a maintenu l'impôt sur la fortune, mais sur l'immobilier. Donc, ça a été maintenu. Il n'a pas complètement supprimé l'impôt. Fillon voulait supprimer totalement l'ISF. Macron l'a supprimé à moitié. C'est-à-dire qu'il a supprimé sur le capital tout ce qui est les liquidités, les placements, les assurances-vie, les actions, les livrets, les comptes courants, etc. Mais par contre, il a conservé l'impôt sur tous les placements immobiliers. Est-ce que tu penses et aussi les biens, les placements et les biens, c'est-à-dire maisons, appartements, etc. Et puis les placements immobiliers. Est-ce que tu penses qu'il devrait supprimer le tout? Ah bien sûr, bah oui, évidemment, parce que bien sûr, il fallait supprimer intégralement l'ISF, intégralement, parce que l'assiette de l'ISF à l'époque où l'ISF existait, jusqu'en 2018, l'assiette en fait de l'ISF, la base de l'ISF, elle frappait autant l'immobilier, donc les actifs immobiliers, que les actifs financiers. Donc ça frappait autant l'immobilier que les placements. Et là maintenant, ça ne frappe que l'immobilier. C'est-à-dire l'immobilier physique, les biens immobiliers, mais aussi les placements immobiliers. Donc ce sont des placements financiers qui sont dans l'immobilier. Donc ça frappe les deux. Donc évidemment, il aurait fallu supprimer l'intégralité de l'ISF, comme voulait le faire Fillon. Supprimer intégralement. Mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il s'est dit, si je veux faire passer la pilule de la suppression de l'ISF, je vais devoir le conserver sur l'immobilier. Mais ça ne sert à rien, parce qu'on voit bien que la contestation est la même. Donc, il aurait dû tout supprimer. Intégralement. Voilà, comme ça, on en terminait. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé un petit peu par le
le fait de supprimer une partie de l'ISF ou est-ce qu'ils auraient valu garder l'ISF et le fait de supprimer une partie a lancé quand même le mouvement Gilets jaunes à l'époque? Oui, en fait, c'est revenu exactement au même. C'est-à-dire que les Gilets jaunes réclamaient le retour de l'ISF. Alors qu'en réalité, il n'a jamais été supprimé intégralement. Il a été supprimé sur le capital, mais pas sur l'immobilier. Les Gilets jaunes, eux, ne font pas la différence. Pour eux, l'ISF a été supprimé. Alors qu'en fait, il a simplement changé de nom et changé de base. Il a changé de base, il a changé d'assiette. C'est-à-dire qu'il n'est plus, il ne tape plus à la fin, il ne frappe plus en même temps l'immobilier et le financier. Il ne frappe que l'immobilier. Donc c'est un changement de nom et c'est un changement de base. Mais il n'a pas été supprimé. Il existe toujours sur une partie des actifs qui est les actifs immobiliers. Mais par contre, les Gilets jaunes, eux, ils font aucune différence. Pour les Gilets jaunes, l'ISF a été supprimé, simplement parce qu'il a changé de nom. Mais en fait, il n'a pas été supprimé intégralement. Mais les Gilets jaunes ne le savent pas, ça. Ils pensent que l'ISF a été totalement supprimé, ce qui n'est pas vrai. Il a été supprimé sur le capital, mais il a été conservé sur l'immobilier et les placements immobiliers, c'est-à-dire les biens immobiliers et les placements immobiliers. Ça, les Gilets jaunes, ils n'en savent rien. Voilà, ils parlent sans savoir. D'accord. Avec la prochaine sortie de la dernière biographie de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président regrette le regroupement familial décidé par son premier ministre à l'époque, Jacques Chirac, qui vient de mourir. Le regroupement familial était responsable pour une augmentation massive de l'immigration en provenance de pays musulmans. Tes dires là-dessus? Alors en fait, ça a été une erreur historique. Le regroupement familial, d'ailleurs, Giscard la regrette maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que ces gens-là, les familles, les gens qui étaient venus parce qu'on les a importés au milieu des années 60, c'était une immigration de main-d'œuvre. On les a importés pour travailler en France. Ensuite, 10 ans plus tard, on a accepté que leurs familles les rejoignent en France. Et ça a été le début de la fin. Ça a été le début de la fin, puisque ces familles-là sont venues en France. Elles sont restées en France, elles ne sont jamais reparties, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues au milieu des années 60 pour le travail ne sont jamais reparties ensuite avec leur famille. Ils sont restés en France. D'accord. Ils sont restés. Ils ont eu des enfants, puis des petits-enfants. Et c'est comme ça que la colonisation démographique, la colonisation migratoire a commencé par les maternités, par les naissances. Et c'est comme ça que finalement on se fait remplacer progressivement, puisqu'ils ont une natalité supérieure à la nôtre. Eux, ils renouvellent les générations, alors que nous, on ne renouvelle plus les générations. Parce qu'il faudrait 210 enfants pour 100 couples, c'est-à-dire 2,1 enfants par couple. On n'est pas du tout à ce taux-là. Donc en fait, eux nous remplacent parce qu'ils ont un dynamisme démographique, ils ont une démographie plus élevée que la nôtre, puisque eux renouvellent les générations. Donc ils nous remplacent progressivement. Nous, on vieillit et on ne renouvelle plus les générations. Donc ils nous remplacent. Mais ils nous remplacent par les maternités, pas par les entrées. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi ils se reproduisent et les autres ne veulent pas, ne font pas? En fait, c'est comme ça dans l'ensemble du monde blanc. Dans tout le monde blanc occidental, donc l'Occident, le continent européen, dans l'ensemble du monde blanc, on ne renouvelle plus les générations. Alors que par contre, les populations non blanches, donc africaines, arabes, musulmanes, ces populations-là, par leur culture, bien en fait, se reproduisent. Ils font beaucoup plus d'enfants que nous, puis il n'y a pas la contraception aussi. Ouais, je pense pas la contraception. Je pense que c'est surtout une question de contraception aussi, je pense. Il y a ça aussi. Et puis dans leur culture, on n'avorte pas. Donc il n'y a pas d'avortement, pas de contraception, pas de protection aussi. D'accord. Donc du coup, forcément, ils se reproduisent bien plus puisque c'est dans leur culture aussi. C'est dans leur mentalité. Les familles nombreuses, ils veulent avoir des familles nombreuses. Donc, ils se reproduisent et ils nous remplacent. Et donc, c'est un petit peu… Au départ, l'erreur originelle, c'est de les avoir fait venir, c'est-à-dire d'avoir